Vous êtes médecin royal au palais de Madrid, et l'année est 1834. Le roi est mort, mais votre travail, lui, n'est pas terminé. Vous avez été convoqué dans les appartements privés du défunt Ferdinand VII pour une mission si étrange, si inédite, que vous en venez à douter de votre propre raison. La reine régente, Maria Cristina, se tient devant vous, les yeux noyés de larmes, et vous adresse une requête qui glace votre sang. Vos mains tremblent tandis que vous vous approchez du lit où repose le corps du souverain défunt. Même dans la mort, l'homme qui avait terrorisé l'Espagne pendant 2 décennies semble encore se moquer de vous depuis l'au-delà. Mais ce n'est pas son visage qui retient votre attention. C'est ce qui se cache sous les draps de soie. Là repose ce qui a marqué son règne autant que sa cruauté, sa paranoïa et ses trahisons, une difformité anatomique que les historiens chuchoteraient à travers les siècles sans jamais oser l'écrire. Dans leurs chroniques officielles, Ferdinand, le 7e du nom, et pourtant l'unique par ce don monstrueusement disproportionné, cette bizarrerie charnelle qui fut à la fois sa honte la plus profonde et sa fierté la plus tordue. Alors que vous commencez le processus de préservation, votre esprit dérive vers les histoires entendues dans les couloirs du palais. Des récits de coussins spéciaux, d'épouses hurlant de douleur et de tentatives désespérées pour engendrer un héritier malgré la cruauté de la nature. Vous réalisez que vous n'êtes pas simplement en train de conserver de la chair et du sang. Vous conservez l'incarnation physique d'un règne tout entier, difforme, excessif et, au bout du compte, destructeur pour tout ce qu'il a touché. Avant de plonger dans ces récits oubliés de survie et de souffrance, si vous aimez découvrir les vérités cachées de l'histoire, pensez à liker cette vidéo et à vous abonner pour ne rien manquer des prochains épisodes. Et dites-moi en commentaire d'où vous m'écoutez. J'aime imaginer que, depuis des coins différents du monde, nous explorons ensemble ces histoires anciennes, reliées à travers le temps et l'espace par notre curiosité commune pour le passé. Pour comprendre Ferdinand VII, il faut d'abord comprendre qu'il est né sous une malédiction, non pas celle d'une sorcière ou d'un châtiment divin, mais celle bien plus insidieuse d'un héritage empoisonné. Des siècles de mariages consanguins entre Habsbourg et Bourbon. Pendant des générations, les familles royales d'Espagne avaient uni cousins et cousines, oncles et nièces, créant un cauchemar génétique où la folie et les difformités devinrent monnaie courante. Ferdinand émergea de cette lignée, toxique comme l'incarnation vivante de la décadence royale. Né au palais de l'Escurial le 14 octobre 1784, il était le fruit de Charles IV et de Marie-Louise de Parme, un couple uni par les liens du sang autant que par ceux du trône. La loterie génétique était truquée dès le départ, et Ferdinand allait en payer le prix de la manière la plus intime et la plus humiliante qui soit. À mesure qu'il grandissait, de l'enfance à l'adolescence, la nature révéla sa cruauté. Le jeune prince développait une particularité physique qui défiait toute compréhension médicale de l'époque. Très tôt, les médecins de la cour commencèrent à chuchoter à propos de cette anomalie royale. Un développement corporel d'une Taille et d'une forme si étrange qu'il en devenait presque inhumain. Des archives médicales contemporaines longtemps conservé au Vatican, décrivant le phénomène dans un langage clinique, mais non dénué d'effroi. L'un des médecins nota « Son Altesse royale présente une singularité anatomique d'une ampleur telle que toute relation conjugale pourrait s'avérer difficile. » Un autre, plus direct, évoqua une disproportion grotesque, à la fois source de fascination et de honte. Pour le jeune Ferdinand, les conséquences psychologiques furent dévastatrices, à une époque où les idéaux masculins s'inspiraient de la beauté, sobre des statues grecques où la retenue et l'harmonie étaient gages de noblesse.
Il portait en lui un signe que la nature semblait avoir réservé à un monstre de foire. Ce que d'autres auraient pu envier devint, pour lui, une malédiction et une humiliation profonde. Son enfance fut une leçon vivante de dysfonctionnement. Son père, Charles IV, faible et indécis, préférait la chasse aux affaires du royaume. Sa mère, Marie-Louise, femme de désirs impérieux, affichait publiquement sa liaison avec Manuel de Godoy, véritable maître de l'Espagne dans l'ombre du trône. Le jeune Ferdinand observait cette humiliation quotidienne, apprenant à la fois la trahison, la manipulation et la haine du pouvoir. Mais c'est son propre secret physique qui modela vraiment son âme. La cour murmurait, les serviteurs ricanaient, et les diplomates étrangers rapportaient chez eux des récits moqueurs sur le malheur du prince espagnol. Ferdinand comprit très tôt qu'il était un objet de raillerie, que son être le plus intime servait de sujet de plaisanterie dans les salons royaux. De cette honte naquit une rancune profonde, une colère silencieuse qui se transformerait plus tard en cruauté envers tout un peuple. Son esprit s'enferma dans la suspicion. Il voyait la moquerie dans chaque révérence, chaque sourire, chaque regard trop long. Les précepteurs du prince remarquèrent des changements inquiétants à l'adolescence. Ferdinand devenait secret, rancunier, impitoyable envers ses domestiques. Ceux qui le contrariaient étaient congédiés, voire punis sans pitié. Il apprenait à user du pouvoir pour compenser la faiblesse qu'il ressentait envers son propre corps. Un épisode, rapporté dans les mémoires d'un chapelain de la cour, révèle l'ombre qui grandissait en lui. Un jeune page, ayant par mégarde surpris le prince alors qu'il se changeait, fut publiquement châtié et sa famille bannie de Madrid. Le message était clair. Nul ne pouvait contempler le secret du prince et demeurer impuni. Lorsque vint l'âge du mariage, les médecins de la cour prirent pleinement conscience de l'ampleur du problème. Le docteur Francisco Flores, médecin personnel du roi, laissa derrière lui des notes confidentielles décrivant avec effroi la réalité médicale du futur monarque. Le docteur Flores, médecin personnel du roi, nota dans ses rapports que Sa Majesté présentait une particularité anatomique des plus singulières, une configuration rare, difficile à expliquer selon la science de l'époque, marquée par des disproportions et des irrégularités qui rendaient la vie conjugale presque impossible sans assistance médicale. Les implications pour l'avenir du souverain en tant qu'épouse et père étaient évidentes. Les médecins conclurent que toute union normale serait périlleuse et firent appel à des artisans royaux chargés de concevoir des dispositifs particuliers, destinés à rendre la vie maritale possible sans causer de blessures à la future reine. Mais les difficultés physiques n'étaient qu'un aspect du problème. Ferdinand développa une véritable obsession pour les élixirs et potions censés rétablir l'équilibre de son corps ou accroître sa fertilité. Des alchimistes, des médecins étrangers et même des guérisseurs furent secrètement invités à Madrid, chacun promettant une solution miracle qui se soldait inévitablement par un échec. Le prince dépensa des sommes colossales dans ces traitements fantaisistes. Poudres précieuses, cornes d'animaux réduites en poussière, herbes rares venues d'Orient. Certaines mixtures promettaient de corriger sa constitution, d'autres d'améliorer sa vigueur. Toutes échouèrent, ne laissant derrière elles que la frustration et la honte. En 1802, Ferdinand épousa sa cousine germaine, la princesse Marie-Antoinette de Naples et de Sicile. Le mariage, arrangé dès leur jeunesse, semblait sur le papier unir deux maisons royales puissantes. La jeune princesse, belle, cultivée et pleine d'illusions romantiques, croyait épouser un prince charmant qu'on surnommait le Désiré. La cérémonie fut grandiose. Musique, cloches, processions. Tout Madrid célébrait l'union. Ferdinand joua parfaitement son rôle en public, courtois, attentif, presque aimant. Mais lorsque les festivités s'achevèrent et que vint la nuit de noces, l'atmosphère changea. Le valet du roi adressa alors aux dames de compagnie de la reine
une demande étrange, évoquant des préparatifs particuliers pour la chambre royale. Des objets et accessoires inconnus furent apportés, ainsi que des flacons, d'huiles et des instruments, que l'on disait symboliques. La jeune reine, pieuse et naïve, ne comprenait rien à ces rituels. Son éducation, stricte et religieuse, ne l'avait jamais préparée à la réalité du mariage, encore moins à ce qui l'attendait cette nuit-là. Lorsque Ferdinand entra, la princesse fut saisie de panique. Ce qu'elle découvrit alors, les médecins appelaient cela une malformation. Lui voyait une fatalité, provoqua une crise d'hystérie, telle qu'il fallut l'assistance de plusieurs personnes pour la calmer. Ce qui devait être une nuit d'union devint une épreuve à la fois physique et morale. Les médecins durent intervenir pour expliquer la situation et guider les jeunes époux. Tout fut préparé comme une opération. Oreiller adapté, huile, positions étudiées. Les lettres privées de la cour évoquent une scène d'une grande tension, presque surréaliste, où la médecine se mêlait à la tragédie conjugale. Malgré ces précautions, l'expérience laissa des séquelles profondes. Marie-Antoinette, traumatisée, chercha refuge dans les sédatifs que les médecins lui prescrivaient pour apaiser ses nerfs. Peu à peu, elle en devint dépendante. Ferdinand, lui, se replia davantage sur lui-même, voyant dans la peur de son épouse la confirmation de sa propre malédiction. Leur union, née sous le sceau du sang, devint rapidement un symbole de souffrance et de solitude au cœur du palais royal. Les tentatives du couple royal pour donner un héritier à l'Espagne devinrent peu à peu un rituel douloureux, presque mécanique. À chaque essai, les médecins étaient convoqués pour préparer la chambre royale selon un protocole strict et complexe. La reine recevait des sédatifs afin de supporter l'épreuve, tandis que Ferdinand observait chaque étape avec une froide détermination. Ce qui devait unir deux êtres devint un cérémonial d'humiliation et de désespoir. Les années passaient sans qu'aucune grossesse ne soit menée à terme. Le roi, de plus en plus désespéré, en vint à croire que le rejet visible de son épouse empêchait la conception. Il imagina alors des solutions toujours plus étranges, cherchant à corriger ce qu'il voyait comme une faiblesse féminine. Des dispositifs furent conçus pour contraindre la reine à rester immobile, révélant la cruauté croissante de Ferdinand et sa perte totale d'empathie. Ces objets, fabriqués dans les mêmes ateliers que les selles et les armes du roi, ajoutaient une dimension sinistre à la vie du palais. Ferdinand, obsédé par son désir d'héritier, en vint à consulter des astrologues et des mystiques, espérant que les astres pourraient combler ce que la nature lui refusait. Les cycles lunaires, les heures propices et les rituels ésotériques dictaient désormais son intimité. Le palais se transforma en un refuge pour charlatans et faux savants. On y vendait des amulettes, des potions de fertilité et des promesses de miracles. L'un de ces imposteurs, un prétendu sage venu d'Orient, persuada Ferdinand que sa particularité physique était un signe divin, une marque sacrée censée lui conférer un pouvoir unique. Il ne manquait, disait-il, que les bons rituels pour libérer ce potentiel. Pendant plusieurs mois, le roi et la reine furent soumis à des cérémonies étranges, mêlant encens, prières et positions symboliques. Et contre toute attente, 2 grossesses furent annoncées. La cour entière célébra ces nouvelles comme un présage providentiel. Mais la joie se transforma vite en tragédie. Les 2 fois, la reine perdit l'enfant, dans des conditions si douloureuses qu'elles marquèrent à jamais le couple royal. Le premier drame eut lieu en 1804. Les médecins parlèrent d'une fragilité naturelle de la reine, sans oser admettre que les circonstances de ces unions forcées avaient pu provoquer l'échec de la grossesse. Le second, en 1805, fut encore plus cruel. Marie-Antoinette perdit un enfant presque à terme, au terme d'un accouchement si difficile qu'elle faillit y laisser la vie.
À partir de là, la santé physique et mentale de la reine se détériora rapidement. Minée par la douleur et la dépendance aux remèdes calmants qu'on lui administrait, elle errait dans le palais comme une ombre. Ferdinand, au lieu d'éprouver de la compassion, la soupçonna d'avoir volontairement empêché la naissance d'un héritier. Il l'accusa en privé d'avoir trahi son devoir, de comploter contre la monarchie et d'abriter des idées libérales hostiles à la couronne. Ces accusations, murmurées dans les couloirs du pouvoir, achevèrent de briser le moral de la jeune reine. Persuadée d'être maudite, elle se mit à croire que ses échecs étaient la punition d'un péché secret ou d'un destin qu'elle ne pouvait fuir. Ces dernières années furent marquées par la prière et la repentance, comme si elle cherchait un pardon qu'elle ne savait même pas mériter. Marie-Antoinette mourut en mai 1807, à seulement 21 ans. Le rapport officiel parla de fièvre et d'épuisement. Mais la vérité était bien plus tragique. Elle succomba à une longue agonie morale. Consumée par la souffrance, les traitements médicaux abusifs et l'isolement imposé par son mari. Mais même après sa mort, le spectre de Ferdinand continua de planer sur elle. Des rumeurs se répandirent aussitôt dans Madrid. Certains disaient que la reine avait été empoisonnée, non par des ennemis politiques, mais par Ferdinand lui-même, lassé de ses échecs. Ces bruits prirent de l'ampleur lorsqu'on retrouva mort l'apothicaire du palais, porteur d'une lettre mystérieuse aussitôt confisquée par les agents du roi. Nul ne sut jamais ce qu'elle contenait, mais beaucoup pensaient qu'elle révélait la vérité sur la maladie du souverain et les horreurs vécues par la malheureuse reine. Alors qu'il affichait en public les gestes attendus de chagrin, Ferdinand semblait en privé presque soulagé. En l'espace de quelques semaines, il se mit déjà à chercher une seconde épouse, ciblant surtout des femmes ayant déjà prouvé leur fertilité, en donnant naissance à des enfants lors de mariages précédents. Pendant ce temps, les médecins du roi travaillaient frénétiquement à élaborer de nouveaux traitements pour sa condition. Si Ferdinand voulait se remarier avec succès, il fallait trouver un moyen de rendre ses relations intimes moins traumatisantes pour ses futures femmes. Cela donna lieu à certaines des expériences médicales les plus étranges de l'histoire royale. Les médecins tentèrent de concevoir des dispositifs conjugaux toujours plus sophistiqués et d'expérimenter de nouvelles techniques chirurgicales capables de remodeler l'anatomie du roi. À l'approche de son second mariage, le caractère de Ferdinand révélait déjà les traits tordus qui allaient bientôt faire de lui l'un des monarques les plus détestés de l'histoire. Les traumatismes sexuels de son premier mariage, combinés à son insécurité profonde face à son corps, avaient engendré un homme incapable de véritable empathie ou de connexion humaine. Ferdinand avait appris à voir les autres non comme des individus dotés de sentiments, mais comme des instruments à utiliser pour son plaisir ou des obstacles à éliminer. Sa première épouse avait été un outil défectueux à jeter. Ses sujets n'étaient que des moyens pour maintenir son pouvoir et nourrir son orgueil. Quiconque osait s'opposer à lui devenait une cible à détruire. Son comportement envers le personnel du palais trahissait un sadisme grandissant. Il multipliait les ordres arbitraires et cruels simplement pour tester les limites de son autorité. Les serviteurs qui avaient eu le malheur d'apercevoir son corps nu n'étaient pas seulement renvoyés, mais disparaissaient purement et simplement. Les gardes incapables de garder le secret sur les affaires royales étaient envoyés aux postes les plus dangereux de l'Empire espagnol en déclin. Ferdinand développa aussi une obsession maladive. Il était persuadé que tout le monde se moquait de lui derrière son dos. Ce n'était pas entièrement faux, les rumeurs circulaient. Mais la réaction du prince devint démesurée et de plus en plus violente. Il commença à dresser des listes de ceux qu'il soupçonnait de se moquer de lui et imaginait des scénarios de vengeance qu'il comptait exécuter dès qu'il aurait le pouvoir nécessaire. En 1807, Ferdinand était déjà au
centre d'un vaste complot impliquant certains des nobles et officiers les plus puissants d'Espagne. Ces hommes voyaient en lui un instrument pour renverser le faible gouvernement de Charles IV et de son ministre honni, Manuel Godoy. Ce qu'ils ignoraient, c'est qu'ils s'alliaient à un homme dont les troubles physiques avaient engendré une pathologie mentale encore plus dangereuse que l'incompétence qu'ils voulaient remplacer. Les conspirateurs, qui se faisaient appeler les Fernandinos, œuvraient sans relâche à bâtir la réputation du prince, le présentant comme El Deseado, l'élu. Ils diffusaient une propagande vantant son intelligence, son patriotisme et son potentiel de réformateur, capable de restaurer la grandeur passée de l'Espagne. Ce qu'ils cachaient soigneusement, c'était la conscience croissante qu'il avait de son instabilité mentale et de son comportement, de plus en plus inquiétant envers ceux qui osaient en le contrarier. La conspiration atteignit son paroxysme en octobre 1807, lors de l'affaire de l'Escorial, où Ferdinand fut pris en flagrant délit de complot contre son propre père, avec l'aide de Napoléon Bonaparte. Lorsque le complot fut découvert, la réaction du prince révéla à la fois sa lâcheté et son absence totale de loyauté. Au lieu de défendre les hommes qui avaient risqué leur vie pour lui, Ferdinand les trahit tous sans hésiter, livrant des confessions détaillées, donnant des noms, suppliant ses parents de lui pardonner. Tandis que ses alliés étaient emprisonnés ou exilés, cette trahison établit un schéma qui allait définir tout son règne. Il utiliserait les gens à ses fins, puis les détruirait dès qu'ils cesseraient d'être utiles. Pendant que ces intrigues politiques se déroulaient, son état médical continuait d'empirer. Les médecins de la cour notèrent que son membre continuait de croître et de se déformer, rendant les rapports encore plus difficiles. Certains historiens médicaux pensent qu'il souffrait d'une maladie rare appelée mégalophalie, un trouble hormonal provoquant la croissance continue de l'anatomie masculine à l'âge adulte. Quelle qu'en soit la cause, les conséquences pratiques étaient évidentes. Ferdinand aurait besoin d'aide mécanique, toujours plus complexe, et d'épouses toujours plus dociles s'il voulait un jour assurer une descendance. Cette réalité mena à l'un des aspects les plus dérangeants de ses mariages ultérieurs, la sélection délibérée de femmes, pouvant être manipulées psychologiquement ou forcées physiquement à accepter ses exigences. Pendant ce temps, les artisans du palais étaient devenus des spécialistes de la fabrication d'instruments conjugaux étranges et de dispositifs mécaniques conçus pour faciliter les rapports du roi. Ces ateliers secrets, dissimulés dans les profondeurs du palais, ressemblaient à un croisement entre un laboratoire médical et une chambre de torture. On y développait des coussins réglables, des dispositifs de contention et divers instruments destinés à rendre les rapports du roi possibles tout en limitant les blessures infligées à ses partenaires. Ces artisans étaient tenus au secret absolu, et Ferdinand s'assurait de leur silence grâce à un mélange de récompenses généreuses et de menaces terrifiantes. Plusieurs d'entre eux furent retrouvés morts dans des circonstances mystérieuses, alimentant les rumeurs selon lesquelles le roi les aurait fait éliminer pour empêcher la vérité de sortir. Lorsque Napoléon envahit l'Espagne en 1808 et força Ferdinand à abdiquer, le futur roi se retrouva dans une position d'humiliation absolue. Non seulement il avait perdu son trône, mais il était désormais prisonnier d'un conquérant qui connaissait sans doute son secret le plus honteux. Les services de renseignement français détenaient des dossiers détaillés sur la famille royale espagnole, et les anomalies anatomiques de Ferdinand y figuraient certainement. Ces 6 années de captivité au château de Valençay furent marquées par une série d'expérimentations médicales menées par des médecins français fascinés par son cas. Libérés du protocole royal qui entravait leurs confrères espagnols, ces médecins procédèrent
à des examens et à des traitements si méticuleux qu'ils frôlaient la torture. Les rapports médicaux retrouvés, des siècles plus tard, dans les archives napoléoniennes, offrent une description d'une précision glaçante. Ils décrivent un organe sexuel d'une taille et d'une difformité telle qu'il semblait appartenir à une créature mythologique plutôt qu'à un être humain. Les médecins conclurent que Ferdinand souffrait d'une combinaison rare de troubles génétiques, créant ce qu'ils appelèrent une tempête parfaite d'anomalies anatomiques. Pendant sa captivité, Ferdinand recevait des nouvelles des nobles espagnols qui risquèrent leur vie pour restaurer son trône. L'ironie était cruelle. Des hommes mouraient sur les champs de bataille pour un roi obsédé par sa condition physique et sa descendance. Tandis que l'Espagne luttait pour sa survie, Ferdinand passait son temps à écrire à d'autres cours d'Europe, cherchant une princesse prête à accepter ses circonstances particulières. Ces lettres, écrites de sa propre main, révèlent un homme totalement déconnecté de la souffrance de son peuple. Alors que le pays brûlait, il planifiait déjà sa prochaine nuit de noces. Lorsque Ferdinand revint enfin en Espagne en 1814, il fut accueilli par des foules en délire. Les gens pleuraient, jetaient des fleurs et se prosternaient sur son passage. Mais derrière ses sourires et ses gestes de roi triomphant, son esprit restait dominé par une seule obsession: trouver une nouvelle épouse capable de lui donner un héritier. Sa priorité n'était pas de gouverner ou de récompenser ceux qui avaient combattu pour lui, mais de satisfaire son obsession dynastique. Son retour marqua le début de ce que les historiens appellent la décennie funeste, une époque où sa tyrannie politique se mêlait à son désespoir intime, où son incapacité à régner était le miroir de son incapacité à aimer. Chez Ferdinand, le trouble sexuel et le trouble du pouvoir ne faisaient plus qu'un. L'un de ses premiers actes comme roi restauré fut de commander une nouvelle série d'instruments matrimoniaux aux meilleurs artisans d'Europe. Des émissaires furent envoyés jusqu'en Allemagne, en Italie et dans l'Empire ottoman pour trouver des spécialistes capables de concevoir des dispositifs adaptés à sa condition. Le résultat fut une collection secrète d'objets étranges et raffinés, symbole d'un génie technique mis au service d'une tragédie intime. La seconde épouse qu'il choisit fut Marie-Isabelle de Portugal, une cousine issue de la même lignée consanguine. Elle n'avait que 19 ans lorsqu'elle arriva à la cour d'Espagne, pleine d'espoir et d'innocence. Les médecins royaux avaient déjà informé ces dames de compagnie des préparatifs particuliers nécessaires pour la nuit de noces, mais aucune éducation, aucun avertissement n'aurait pu la préparer à la réalité. Le mariage fut somptueux, un déploiement de faste destiné à masquer la détresse du roi. Ferdinand, vêtu d'or, se tenait à l'autel, le visage tendu par l'anxiété. Les jours précédents, il avait consulté médecins, alchimistes et un mystérieux visiteur venu de l'Orient, présenté comme un expert des difficultés royales. L'atmosphère de la cour oscillait entre superstition, peur et déni. La nuit de noces fut un désastre absolu. Malgré les dispositifs et les conseils venus de toute l'Europe, la difformité de Ferdinand resta un obstacle insurmontable. Les cris qui résonnèrent dans les couloirs n'étaient pas ceux de la passion, mais de la douleur et de l'effroi. Les serviteurs retrouvèrent des draps, tachés de sang et des meubles. Brisés, une scène de cauchemar. Plus que d'amour royal, Marie-Isabelle ne se remit jamais de cette nuit. Les témoins rapportèrent qu'elle développa un bégaiement et tremblait chaque fois que le roi apparaissait. Les médecins parlaient d'hystérie féminine, mais c'était du traumatisme pur. Ces dames racontèrent qu'elles se réveillaient la nuit, criant de terreur en évoquant le monstre de ses cauchemars. Ferdinand, incapable d'empathie, prit sa peur pour une insulte à sa dignité. Sa paranoïa s'enflamma. Il fit intercepter ses lettres, goûter ses repas, fouiller sa chambre. La dysfonction intime du roi s'était changée en folie politique,
transformant le palais en un laboratoire d'angoisse et de souffrance. Un témoignage particulièrement troublant, retrouvé dans le journal privé d'un médecin de cour ayant servi à cette époque, décrit la décision de Ferdinand d'inviter des experts étrangers à observer ses tentatives de procréation. Le roi, désespéré de trouver une solution, autorisa des anatomistes allemands et des médecins français à assister à ses échecs intimes, transformant son lit conjugal en un théâtre médical grotesque. Ces observateurs prirent des notes détaillées et réalisèrent des croquis qui circulèrent plus tard dans les écoles de médecine européennes, faisant de la dysfonction sexuelle de Ferdinand un sujet d'étude à travers tout le continent. Isabelle, soumise à cette parade de consultations médicales voyeuristes, commença à montrer des signes d'effondrement psychologique complet. Elle cessa de s'alimenter régulièrement, perdit un poids dangereux et développa un regard vide et lointain qui terrifiait davantage les serviteurs que ses crises précédentes. La jeune reine était devenue un fantôme vivant, errant dans les couloirs d'un palais transformé en prison. Les conséquences politiques des échecs personnels de Ferdinand devenaient désormais impossibles à ignorer. Les colonies américaines de l'Espagne, déjà en révolte, prirent l'infertilité du roi comme une preuve de la désapprobation divine à l'égard de la dynastie des Bourbons. La propagande révolutionnaire dépeignait Ferdinand comme un tyran impuissant dont les insuffisances physiques reflétaient l'incompétence politique. La honte la plus intime du roi était devenue un cri de ralliement pour les mouvements d'indépendance de Mexico à Buenos Aires. La réaction de Ferdinand fut, comme toujours, paranoïaque et brutale. Il lança une nouvelle vague de purges visant tous ceux soupçonnés de répandre des rumeurs sur son état ou de sympathiser avec les indépendantistes coloniaux. L'Inquisition, qu'il avait restaurée à son retour au pouvoir, commença à enquêter sur les cas de calomnie sexuelle contre la couronne, instaurant un climat de terreur où même les conversations privées entre époux pouvaient mener à la prison ou à la mort. L'obsession du roi pour le secret atteignit des proportions absurdes. Il fit construire des passages secrets dans tout le palais pour se déplacer entre ses appartements et ceux d'Isabelle sans être vu des domestiques. Il fit installer des miroirs à des angles stratégiques pour détecter d'éventuels espions et employa un réseau d'informateurs chargé uniquement de surveiller les commérages sur son mariage. Pendant ce temps, la santé d'Isabelle continuait de se détériorer sous la double emprise de la violence sexuelle et psychologique de son mari. Les médecins de la cour notèrent qu'elle développait ce qu'ils appelaient des grossesses phantoms, des périodes où elle présentait tous les signes d'une gestation, malgré l'impossibilité biologique de concevoir. Ces épisodes semblaient offrir à Ferdinand de brefs instants d'espoir, suivis de désespoirs écrasants. Les fausses grossesses de la reine devinrent une source d'ironie, amère dans une cour déjà gangrenée par la décadence. Les serviteurs murmuraient que le roi arpentait les couloirs devant les appartements d'Isabelle, priant ou jurant, comme si une intervention divine pouvait vaincre l'impossible mécanique de sa situation. À la fin de chaque grossesse imaginaire, Ferdinand sombrait dans de profondes dépressions qui paralysaient le gouvernement pendant des semaines. En 1818, après 2 années de ce mariage cauchemardesque, Isabelle trouva la seule échappatoire possible pour une femme de son rang, la mort. Elle succomba à ce que les médecins de la cour appelèrent avec euphémisme un épuisement nerveux. Pourtant, des lettres privées de domestiques suggèrent qu'elle aurait abrégé ses souffrances par des gestes de désespoir discrets. Ces dernières paroles, rapportées par son confesseur, furent une prière de gratitude pour sa délivrance prochaine. La réaction de Ferdinand à la mort d'Isabelle révéla toute l'ampleur de sa folie. Au lieu de pleurer sa femme, il se convainquit qu'elle avait été assassinée par des ennemis voulant l'empêcher
de donner un héritier au trône. Il fit pratiquer plusieurs autopsies par différents médecins, cherchant des traces d'empoisonnement, et ordonna l'arrestation de plusieurs dames de compagnie d'Isabelle, accusées d'un complot imaginaire. Son chagrin se confondait avec sa paranoïa, créant une spirale d'angoisse et de colère qui consumait toute la cour. Les funérailles de la reine Isabelle prirent une tournure macabre qui choqua même les partisans du roi. Ferdinand insista pour revoir le corps à plusieurs reprises pendant les préparatifs, touchant la dépouille et murmurant sur le potentiel gâché de son ventre. Il fit réaliser un masque mortuaire et l'exposa dans ses appartements privés où des visiteurs affirmèrent l'avoir vu converser avec le visage inerte de la défunte. Mais la quête d'un héritier ne pouvait être ajournée ni par le deuil, ni par la démence. Quelques mois à peine après l'enterrement d'Isabelle, ses conseillers entamèrent des négociations pour lui trouver une nouvelle épouse. Le véritable défi était désormais de convaincre une princesse européenne d'épouser un roi dont les précédentes femmes avaient connu de si sombres destins et dont les particularités étaient devenues légendaires. Les négociations se révélèrent plus ardues que prévu. Plusieurs prétendantes retirèrent leur candidature après avoir consulté des médecins ayant servi à la cour d'Espagne. D'autres exigèrent des conditions sans précédent, chambres séparées, garde personnelle et contrôle médical indépendant. La dysfonction du roi était devenue une honte diplomatique, menaçant d'isoler l'Espagne de ses alliés potentiels. Finalement, les émissaires royaux trouvèrent Maria Josepha Amalia de Saxe, une princesse saxonne dont la famille, ruinée, ferma les yeux sur la réputation de Ferdinand. Elle avait 24 ans lorsqu'elle arriva à Madrid en mois âgée et plus lucide qu'Isabelle, mais animée du même espoir tragique que ses prédécesseurs. Le troisième mariage fut une cérémonie bien plus discrète, reflet à la fois de l'âge avancé de Ferdinand et de la lassitude générale de la cour, épuisée par les désastres matrimoniaux successifs du roi. Moins de dignitaires étrangers, moins de faste, et une atmosphère pesante où chacun semblait simplement rejouer un rituel déjà condamné à l'échec. Maria Josepha était mieux préparée qu'Isabelle. Les médecins saxons l'avaient longuement informée, en collaboration avec leurs homologues espagnols, sur la nature de son futur époux et sur les soins qu'exigerait cette union. Elle arriva à Madrid accompagnée de ses propres instruments médicaux, de préparation spéciale et d'un médecin personnel spécialisé dans les situations conjugales délicates. Son approche du mariage était plus scientifique que sentimentale. Elle considérait son rôle d'épouse royale comme un problème médical à résoudre méthodiquement. Cette approche pragmatique lui permit de mieux supporter son sort qu'Isabelle avant elle. Mais elle ne pouvait pas vaincre l'impossibilité biologique du roi. Leur union s'installa dans une routine de rendez-vous intime, planifiée, strictement surveillée par les médecins, ressemblant davantage à des opérations chirurgicales qu'à des moments de tendresse conjugale. Maria Josepha tenait un journal précis de ses rencontres, notant heures, techniques et résultats avec la rigueur d'une scientifique. Ce détachement clinique irritait Ferdinand plus encore que la peur d'Isabelle. Il en vint à soupçonner que Maria Josepha le considérait comme un simple objet d'étude plutôt que comme un mari. Sa paranoïa grandissante lui fit croire que la reine travaillait secrètement pour des services étrangers, collectant des informations sur sa condition. Ses espions lui rapportèrent que la reine correspondait régulièrement avec des médecins saxons, ce que le roi interpréta comme une trahison d'État. Pendant ce temps, l'Espagne continuait de s'effondrer sous le poids du mauvais gouvernement de Ferdinand. Les colonies d'Amérique avaient obtenu leur indépendance les unes après les autres, emportant avec elles les richesses qui avaient alimenté l'empire espagnol pendant 3 siècles. Obsédé par sa dysfonction, le roi était incapable de gouverner efficacement.
Les réunions du Conseil étaient ajournées lorsque ces essais conjugaux échouaient et des décisions cruciales restaient en suspens pendant des semaines, le temps qu'il consulte des médecins pour de nouvelles méthodes de conception. Le peuple espagnol, autrefois reconnaissant du retour de son monarque, commençait à comprendre le prix de cette restauration. Les révoltes couvaient dans les villes, tandis que des bandes armées contrôlaient les campagnes. Le pays sombrait dans la misère, pendant que le roi dépensait des fortunes en dispositifs médicaux et en consultants étrangers. L'Espagne était devenue la risée de l'Europe, symbole d'un empire déchu gouverné par un homme prisonnier de ses propres humiliations. Puis, en 1829, après 10 années de mariage clinique, un événement inattendu se produisit. Maria Josefa tomba enceinte. La nouvelle provoqua un choc à la cour d'Espagne et à travers toute l'Europe. Les diplomates spéculaient comment Ferdinand avait-il enfin surmonté ces obstacles anatomiques? Certains y virent un miracle divin, d'autres un progrès médical, tandis que les plus cyniques murmuraient qu'il s'agissait d'une infidélité soigneusement dissimulée. La réaction du roi mêlait euphorie et terreur. Il renforça la garde autour de la reine, fit venir les meilleurs médecins du continent et fit bénir ses appartements par toutes les autorités religieuses de Madrid. Sa volonté de protéger cette grossesse miraculeuse toucha à la folie. La grossesse se déroula normalement jusqu'au 7e mois, moment où Maria Josefa commença à souffrir de complications que les médecins de la cour ne comprenaient pas. Selon la médecine moderne, elle était victime d'un décollement placentaire, une affection qui aurait pu être traitée avec des soins appropriés. Mais l'ingérence constante de Ferdinand, son recours simultané à des mystiques, des alchimistes et des médecins, transforma la chambre royale en un chaos médical. Le 18 mai 1829, Maria Josefa entra en travail prématuré. L'accouchement fut un cauchemar. Ferdinand, refusant de quitter la pièce, ordonna de superviser personnellement l'opération, malgré son ignorance médicale totale. L'enfant, une fille, ne survécut que quelques heures, victime des complications de la naissance prématurée. Maria Josefa, quant à elle, survécut à l'accouchement, mais ne retrouva jamais ses forces, mourant 3 semaines plus tard d'une fièvre puerpérale, ou peut-être, selon certains témoins, d'un mélange d'infection et de désespoir. La réaction du roi à cette double tragédie révéla l'effondrement total de sa raison. Il refusa d'autoriser l'enterrement des corps et obligea les médecins à poursuivre d'absurdes tentatives de réanimation, jour et nuit. Pendant près d'1 semaine, le palais empestait la décomposition, tandis que Ferdinand hurlait des ordres à ses médecins terrifiés. Lorsqu'il accepta enfin la mort de sa femme et de sa fille, il sombra dans une dépression si profonde que la cour craignit pour sa vie. Il cessa de manger, refusa toute audience et passait ses journées devant les masques mortuaires qu'il avait fait fabriquer pour chacune de ses épouses. Ferdinand n'était plus qu'un spectre, errant dans son propre palais, alors que l'Espagne s'effondrait autour de lui. Mais le destin lui réservait encore une ultime cruauté. Cette même année 1829, à 45 ans, le roi, qui avait passé sa vie à tenter en vain de produire un héritier, se retrouva engagé dans un 4e mariage inattendu. Ses conseillers, désespérés de stabiliser le royaume, avaient trouvé une nouvelle épouse, Marie-Christine de Naples. Ce qu'ils omirent de dire au roi avant la signature du contrat, c'est que la jeune reine était déjà enceinte d'un autre homme lorsqu'elle arriva à Madrid. Le 4e mariage, célébré en 1829, fut une mascarade qui ne trompa personne. Maria Cristina était visiblement enceinte lorsqu'elle avança vers l'autel, portant un enfant qui ne pouvait en aucun cas être celui de Ferdinand. Le roi, pourtant si désespéré d'obtenir un héritier, accepta cette supercherie évidente, convaincu que la providence divine avait enfin exaucé ses prières par des moyens inhabituels. La naissance d'Isabelle II en 1830
aurait dû marquer l'aboutissement de la quête de succession de Ferdinand, mais elle ne fit qu'alimenter de nouvelles angoisses. Le roi savait pertinemment que l'enfant n'était pas biologiquement le sien, et pourtant il devait maintenir la fiction de la légitimité pour préserver sa dynastie. Sa relation avec Maria Cristina reposait sur une tromperie mutuelle. Elle faisait semblant de le respecter, tandis qu'il feignait de croire que cet enfant était de son sang. Les dernières années de Ferdinand furent marquées par la même impuissance qui avait défini toute sa vie d'adulte, mais désormais alourdie par le poids d'une succession frauduleuse. Dans un mélange de désespoir et d'orgueil, il poursuivit ses tentatives d'intimité avec la reine, espérant engendrer enfin un enfant véritablement à lui. Ses efforts, observés par la même procession de médecins et de spécialistes qui avaient déjà constaté ses échecs précédents, devinrent de plus en plus pathétiques à mesure que son âge avançait et que ses chances de succès s'amenuisèrent. La paranoïa qui rongeait, Ferdinand prit alors des formes si extrêmes qu'elle choqua même les courtisans les plus endurcis. Le roi entreprit des inspections inopinées dans les appartements de la reine, surgissant à toute heure, escorté de gardes armés, pour surprendre Maria Cristina dans des actes de trahison imaginaires. Ces descentes nocturnes terrifiaient les dames de compagnie de la reine, qui ne savaient jamais à quel moment elles se retrouveraient face à un monarque aux yeux fous, proférant des accusations insensées. L'obsession de Ferdinand pour la surveillance prit des proportions grotesques. Il fit percer des trous dans les murs séparant ses appartements de ceux de la reine, passant des heures à l'observer à travers ses ouvertures comme un voyeur dément. Les domestiques racontaient avoir vu l'œil du roi collé à ses orifices, la suivant pendant qu'elle priait, nourrissait sa fille ou restait simplement assise en silence. Consciente de cette surveillance constante, la reine se déplaçait dans ses propres appartements avec la lenteur et la prudence d'une prisonnière, contrôlant chaque geste et chaque expression. Les rituels de dégustation des plats prirent une dimension quasi cérémonielle, retardant les repas pendant des heures. Ferdinand exigeait que chaque mets soit goûté, puis qu'on attende 30 minutes avant de lui servir, afin de vérifier si un poison à effet lent se manifesterait. Il observait les goûteurs avec une intensité presque inhumaine, scrutant leur visage à la recherche du moindre signe de malaise. Plusieurs goûteurs s'effondrèrent sous la pression de cette terreur quotidienne, renforçant ainsi les soupçons du roi quant à d'éventuelles tentatives d'assassinat. Maria Cristina, prisonnière de cette atmosphère d'angoisse et de méfiance, commença à manifester les mêmes signes de déséquilibre mental qui avaient déjà conduit à la ruine des précédentes épouses de Ferdinand. Ses lettres adressées à sa famille de Naples, interceptées par les espions du roi, révélaient une femme au bord de la folie, se sentant épiée à chaque instant, sautant au moindre bruit, et incapable de faire confiance à quiconque. Elle décrivait son existence comme celle d'un oiseau enfermé dans une cage de verre, où chaque respiration était observée et analysée. La paranoïa du roi ne se limitait plus à son épouse. Elle s'étendit à toute la cour. Ferdinand changeait ses gardes personnels chaque jour, persuadé qu'une trop longue fidélité mènerait à la corruption. Les ministres étaient soumis à des épreuves de loyauté absurdes. Lors des conseils privés, le roi formulait volontairement des contradictions, interprétant toute tentative de correction comme un signe de trahison. La cour d'Espagne, jadis admirée dans toute l'Europe pour son raffinement et son étiquette, se transforma en un théâtre grotesque de méfiance et d'espionnage mutuel. Les courtisans apprirent à parler par allusion, à éviter le regard du roi et à se mouvoir avec la neutralité prudente de diplomates en territoire ennemi. Les conversations se chuchotaient, les alliances se formaient et se brisaient selon les soupçons du moment. Et chacun savait qu'un mot imprudent pouvait mener à la prison ou à l'exil. La relation de Ferdinand avec sa fille, Isabella, devint une nouvelle source d'angoisse maladive. Bien qu'il sût qu'elle n'était pas son enfant,
Il oscillait entre un amour sincère pour son héritière et une haine silencieuse envers le symbole, vivant de son humiliation. Il passait des heures à scruter le visage du bébé, cherchant dans ses traits la moindre ressemblance avec lui-même ou avec les anciens amants de la reine. Il ordonna à des peintres de réaliser des portraits détaillés d'Isabelle à différents âges, comparant ses images à ses propres portraits et à ceux de ses rivaux supposés. Cette obsession le dévorait, car cet enfant qui devait hériter de son trône incarnait précisément son incapacité à engendrer. L'ironie tragique ne lui échappait pas. Son plus grand succès politique, assurer la succession, était aussi sa plus profonde défaite personnelle. Ce paradoxe le consumait lentement, empoisonnant ses rares moments de tendresse envers sa fille. Désespéré, Ferdinand consulta des généalogistes et des physiologistes, espérant trouver une preuve scientifique de la légitimité d'Isabelle. Ces experts, conscients du danger de contredire le roi, rédigèrent des rapports volontairement ambigus, laissant à Ferdinand la possibilité d'y lire ce qu'il voulait croire. Les rapports écrits conservés dans les archives du palais révèlent l'ingéniosité désespérée des savants, cherchant à satisfaire une exigence royale impossible, tout en préservant leur propre vie. Les efforts du roi pour contrôler le comportement de son épouse devinrent de plus en plus élaborés et intrusifs. Il assigna des serviteurs spécifiques à la surveillance de la correspondance de Maria Cristina, exigeant d'eux qu'ils rapportent non seulement le contenu de ses lettres, mais aussi les expressions de son visage pendant qu'elle les écrivait. Ferdinand voulait des rapports détaillés sur les activités quotidiennes de la reine. Combien de temps elle priait, quels livres elle lisait, et quels courtisans elle approchait lors de ses apparitions publiques. Pour Maria Cristina, maintenir une apparence de vie royale normale sous une telle surveillance demandait une force mentale exceptionnelle. Elle apprit à compartimenter ses émotions, affichant un visage serein en public tout en luttant en secret contre la pression constante de l'observation. Son journal intime, découvert des siècles plus tard derrière une fausse cloison de ses appartements, témoigne du prix psychologique qu'elle paya. Elle y écrivait qu'elle se sentait comme une actrice condamnée à ne jamais quitter son rôle, pas même dans mes rêves. L'obsession paranoïaque de Ferdinand finit par avoir des répercussions internationales, affectant gravement la diplomatie espagnole. Les ambassadeurs étrangers informaient leurs gouvernements du comportement erratique du roi et de l'instabilité croissante de sa cour. Les négociations de mariage pour sceller des alliances européennes furent suspendues, les partenaires potentiels doutant de la capacité de l'Espagne à respecter des engagements durables sous un monarque aussi imprévisible. Les dysfonctionnements personnels de Ferdinand étaient devenus une affaire d'État, une source d'inquiétude à travers toute l'Europe. Son obsession pour les complots d'assassinat le poussait à voir des conspirations dans les gestes les plus anodins. Lorsque Maria Cristina demanda à redécorer ses appartements, il interpréta cela comme une tentative de dissimuler des armes ou du poison. Quand des courtisans complimentaient la reine sur son apparence, Ferdinand soupçonnait qu'il utilisait un langage codé pour transmettre des messages de trahison. Même les pratiques religieuses devinrent suspectes. Le roi s'interrogeait sur la sincérité de la piété de la reine, craignant que ses dévotions accrues ne soient en réalité que des communications secrètes avec des puissances catholiques étrangères. Le coût économique de cette paranoïa fut colossal. La couronne dépensa des sommes astronomiques en mesures de sécurité, en réseaux d'espions et en enquêtes de loyauté, tandis que le trésor royal s'épuisait et que le peuple souffrait. Ferdinand ordonna la construction de passages secrets à travers tout le palais, fit installer des systèmes d'alarme sophistiqués et engagea plusieurs équipes de goûteurs, de gardes et de domestiques, afin qu'aucun groupe ne puisse conspirer contre lui. Ces dépenses ruineuses épuisèrent les
ressources qui auraient pu être utilisées pour résoudre la crise économique du royaume. La santé du roi se détériora rapidement sous la tension permanente de ce régime de surveillance qu'il avait lui-même créé. Les médecins du palais notèrent qu'il souffrait d'insomnie chronique, de troubles digestifs et d'une agitation nerveuse constante. Sa peur alimentait son comportement, et son comportement nourrissait ses peurs. Un cercle vicieux sans fin. Ses relations avec les rares membres de sa famille encore proche s'effondrèrent à mesure que son esprit vacillait. Il en vint à soupçonner même ses plus fidèles parents de comploter contre lui, interprétant les gestes les plus innocents comme des menaces voilées. Les fêtes d'anniversaire se transformaient en cérémonies de tension où le roi guettait la trahison dans le choix des fleurs ou dans les cadeaux offerts. Même son frère, Don Carlos, qu'il avait toujours soutenu, fut soumis à une surveillance étroite. Les tentatives de Maria Cristina pour protéger leur fille de la paranoïa du roi devinrent une nouvelle source de conflit. Ferdinand vit dans l'instinct maternel de la reine une conspiration. Il croyait qu'elle préparait Isabella à régner sous l'influence de puissances étrangères. Chaque moment d'intimité entre la mère et l'enfant lui semblait suspect. Lorsqu'elle demandait à passer du temps seule avec leur fille, il se demandait quelles idées traîtresses elle pouvait bien lui inculquer. L'amour maternel devint, dans l'esprit du roi, une menace à sa propre autorité. Quant aux domestiques, ils vivaient dans la terreur. On leur demandait d'espionner la reine tout en affichant une loyauté irréprochable. Sous cette pression insoutenable, beaucoup développèrent des troubles nerveux, provoquant un roulement de personnel constant qui aggravait encore le climat d'instabilité au palais. Les nouveaux serviteurs, ignorant les règles tacites et la méfiance ambiante, déclenchaient souvent les soupçons du roi par de simples maladresses. L'obsession de Ferdinand pour découvrir la véritable paternité d'Isabella prit des proportions inquiétantes. Il fit mener des enquêtes sur chaque homme ayant côtoyé Maria Cristina à Naples, cherchant chez eux des traits physiques susceptibles de correspondre à ceux de sa fille. Ces investigations allèrent jusqu'à l'examen des dossiers médicaux, des antécédents familiaux et même des correspondances privées de ces hommes, remontant des années avant la naissance d'Isabella. La chambre du roi se transforma peu à peu en un musée de ses échecs intimes. Portraits de ses épouses défuntes, instruments médicaux destinés à corriger ses problèmes anatomiques et reliques religieuses qu'il espérait miraculeuses. Ceux qui pénétraient dans cette pièce parlaient d'une atmosphère lourde de désespoir, une odeur de chagrin et d'humiliation imprégnant les murs. Ferdinand tenait parfois ses audiences officielles dans cette chambre, entouré des témoins silencieux de ses humiliations les plus intimes, tout en discutant des affaires du royaume. Pendant ce temps, la santé mentale de Maria Cristina se dégradait à son tour. La reine commença à souffrir de pertes de cheveux, de variations de poids et de tremblements qu'elle s'efforçait de cacher lors des cérémonies publiques. Ces dames d'honneur remarquèrent qu'elle jetait sans cesse des regards derrière elle et sursautait au moindre bruit. La paranoïa du roi atteignit son paroxysme en 1832, lorsqu'il devint convaincu que Maria Cristina cherchait à l'empoisonner par contact intime. Le roi commença à exiger que son épouse se soumette à des examens médicaux, avant tout contact physique, à la recherche de toxines pouvant se transmettre par la peau. Ces examens, réalisés par les médecins de la cour en présence de Ferdinand, marquèrent la dégradation ultime de ce qui restait de leur relation conjugale. La communauté internationale observa la descente de l'Espagne dans la folie avec un mélange de fascination et d'horreur. La correspondance diplomatique de l'époque montre que les puissances européennes prévoyaient secrètement l'effondrement du gouvernement de Ferdinand, reconnaissant que les dysfonctionnements personnels du roi rendaient une governance stable impossible. Certaines nations commencèrent à soutenir en secret des mouvements d'indépendance
régionaux en Espagne, estimant que la fragmentation de l'Empire espagnol serait préférable à sa continuité sous un monarque instable. Au début de 1833, la santé physique de Ferdinand refléta enfin les dégâts psychologiques de son règne paranoïaque. Les médecins de la cour notèrent un tremblement persistant, des troubles digestifs chroniques et des signes précoces de déclin cognitif. Ses discours devinrent incohérents, remplis d'accusations contre des ennemis imaginaires et de références à des complots inventés par son esprit. La fin, lorsqu'elle survint, fut presque anticlimatique après des décennies de dysfonctionnements dramatiques. Ferdinand s'éteignit progressivement, son corps succombant au stress accumulé d'une vie entière, passée à lutter contre sa propre anatomie et sa psyché. Dans ses derniers jours, il oscillait entre conscience et délire, appelant parfois ses épouses mortes ou ordonnant des enquêtes sur des complots inexistants. En 1833, Ferdinand II atteignit enfin la paix qui lui avait échappé de son vivant, par le simple moyen de la mort. La cause officielle fut inscrite comme étant la goutte, mais les médecins du palais reconnurent, en privé, qu'il était essentiellement mort d'épuisement physique, psychologique et spirituel, après des décennies de frustration sexuelle et de paranoïa politique. L'autopsie, menée en secret par les mêmes médecins qui avaient passé des années à tenter de résoudre ses problèmes anatomiques, révéla toute l'étendue de la cruauté de la nature. Le membre du roi, conservé pour l'étude médicale, mesurait un impressionnant 36 cm de long et variait considérablement en circonférence de la base à la pointe, exactement comme le suggéraient les descriptions contemporaines. Plus inquiétant encore fut la découverte de cicatrices internes et de déformations, rendant toute fonction sexuelle normale pratiquement impossible, expliquant des décennies d'échecs et de frustration. Mais l'autopsie révéla également des preuves d'automutilation délibérée remontant à l'adolescence de Ferdinand. Le roi avait apparemment passé des décennies à pratiquer divers types d'autosurgerie pour tenter de modifier son anatomie et rendre l'intimité possible. Ces tentatives pathétiques et secrètes n'avaient en fait qu'aggraver son état, ajoutant des traumatismes psychologiques à ses anomalies physiques. L'organe conservé, accompagné de dessins médicaux détaillés et d'observations écrites, fut scellé dans les archives du Vatican, où il demeure encore aujourd'hui. Les responsables ecclésiastiques jugèrent le matériel trop troublant et politiquement sensible pour être rendu public, créant l'un des secrets d'État les plus bizarres de l'histoire. Les chercheurs ayant eu accès à ces documents les décrivent comme fascinants et profondément inquiétants, offrant une fenêtre sur l'enfer privé du pouvoir absolu, corrompu par le destin anatomique. La mort de Ferdinand marqua la fin d'une époque, mais son héritage perdura dans l'Espagne fracturée qu'il laissa derrière lui. Isabella II, fille dont la filiation biologique restait incertaine, hérita d'un royaume déchiré par la guerre civile, l'effondrement économique et l'humiliation internationale. L'Empire espagnol, jadis dominant, était réduit à un rôle secondaire en Europe. Son déclin fut accéléré par des décennies de mauvaise gouvernance par un roi dont les obsessions personnelles avaient pris le pas sur le devoir public. Son règne démontra comment des dommages psychologiques individuels pouvaient se transformer en traumatisme national, comment la honte privée pouvait devenir un désastre public, et comment les échecs intimes d'un seul homme pouvaient résonner à travers l'histoire avec des conséquences bien au-delà de leur portée initiale. Tragiquement, l'histoire de Ferdinand révèle le coût humain de la monarchie absolue, où les problèmes personnels d'un homme déterminèrent le sort de millions. Ses 3 épouses mortes, sa fille douteuse, ses sujets terrorisés et son royaume ruiné payèrent tous le prix d'une loterie génétique qui avait mal tourné des siècles auparavant. Ferdinand fut à la fois le coupable et la victime d'un système concentrant trop de pouvoir entre les mains,
d'individus fondamentalement inaptes à l'exercer. Lorsque le médecin royal de 1834 acheva sa tâche, macabre de préserver l'héritage anatomique de Ferdinand, il dut méditer sur l'ironie terrible de la situation. Voici la preuve physique d'un règne qui avait consumé tout ce qu'il touchait. Épouse, enfants, sujets, et finalement le roi lui-même. L'organe conservé n'était pas seulement une curiosité médicale, mais un monument au pouvoir destructeur de la honte, à la corruption de l'autorité sans contrôle et au gâchis tragique du potentiel humain. En fin de compte, Ferdinand III atteignit une sorte d'immortalité, mais pas celle qu'il avait recherchée. Son nom survécut non pas comme celui d'un grand roi ou d'un souverain accompli, mais comme un avertissement sur les dangers de laisser un dysfonctionnement personnel se faire passer pour le pouvoir politique. Son héritage anatomique, caché dans les coffres du Vatican, rappelle que certains secrets sont trop perturbants pour que l'histoire les reconnaisse, trop humains pour que la légende les embrasse, et trop tragiques pour que le temps les guérisse. Les draps de soie qui recouvraient autrefois son corps déformé recouvraient désormais un royaume tout aussi endommagé, tout aussi incapable de fonctionner comme la nature l'avait prévu. Ferdinand II avait enfin trouvé la paix, mais il laissait derrière lui une Espagne qui mettrait des générations à se remettre des désastres intimes de son règne troublé. Le roi le plus perverti de l'histoire avait pris fin, comme il avait vécu, en étant une source de souffrance pour tous ceux qui eurent le malheur de croiser sa puissance.